Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile, Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et sa voisine Françoise parlent de la baguette et que faire d'une baguette qui n'est plus très fraîche. Françoise va donner aussi une petite recette de cuisine. De quelle recette va-t-il s'agir ? Vous allez le savoir dans quelques instants. Dans la partie explication, je vais vous dire comment expliquer en français une recette de cuisine. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Dehors, sur la terrasse, Françoise et Petra sont restés à table pour boire un café. Petra dit à Françoise « J'adore la baguette française, mais après un jour, ce n'est plus aussi bon. » C'est exact, dit Françoise. En France, la baguette est délicieuse le jour de l'achat, mais après, elle peut devenir un peu comme du caoutchouc. Et après plusieurs jours, c'est du pain dur. C'est dommage. Oui, mais il y a des solutions. Ah bon ? Oui, tout d'abord, il y a le grille-pain. Il faut avoir de l'électricité. C'est vrai, mais quand vous aurez de nouveau l'électricité, essayez le grille-pain. La baguette grillée, c'est aussi très bon. Et ça a une bonne odeur, surtout au petit déjeuner. Que peut-on faire d'autre avec le vieux pain ? Moi, je fais du pain perdu. C'est quoi ? Alors, vous avez besoin de lait et d'œufs. Vous battez par exemple 2 œufs en omelette et vous mélangez avec du lait. Après, vous faites tremper des tranches de pain dur dans le mélange et vous faites cuire à la poêle. C'est très bon avec de la confiture ou tout simplement du sucre. Et vous, connaissez-vous le pain perdu ? Avez-vous déjà mangé du pain perdu ? Bien préparé, c'est délicieux. Et attention, il ne faut pas être trop pressé quand vous faites cuire du pain perdu dans une poêle. Autrement, si vous êtes pressé et que le feu sous votre poêle est trop fort, vous risquez, au mieux de noircir les tranches de pain perdu, au pire de carboniser le pain perdu. Vous pourrez même entendre, vous risquez de cramer votre pain perdu. Le mot « cramer » veut dire aussi « brûler ». Mais je pense que vous comprenez l'idée. Pour ceux qui auraient oublié, je rappelle ici, j'en ai déjà parlé à l'épisode 40 de ce podcast, que le mot poêle, qui est ici un mot féminin, la poêle, désigne l'objet, l'ustensile qu'on utilise pour faire la cuisine, pour faire cuire quelque chose, comme une omelette, des œufs sur le plat ou du pain perdu. Et il ne faut pas confondre la poêle avec le poêle, qui lui est un mot masculin, avec le poêle donc, qui est l'appareil pour chauffer une pièce, une maison. Si je parle de poêle à bois, vous devez tout de suite comprendre. Dans la recette du pain perdu donnée par Françoise, la voisine, il est question de tranches de pain dur ou de vieilles baguettes. Une tranche, c'est un morceau de baguette ou de pain français coupé dans la largeur.
Ce peut être un morceau de pain de 1 à 2 centimètres d'épaisseur. Mais vous pouvez aussi faire du pain perdu avec d'autres sortes de pain, et même avec de la brioche. La brioche, c'est une sorte de pain, mais en fait, c'est presque une pâtisserie. C'est comme du pain, mais c'est préparé avec des œufs, du sucre et parfois du lait. C'est délicieux. Si vous attendez trop longtemps, plusieurs jours, votre brioche ne sera plus très fraîche. Elle risque de devenir un peu dure. Alors, c'est le bon moment pour utiliser cette vieille brioche et faire du pain perdu. Dans le texte, Françoise donne la recette du pain perdu à Petra. Donner une recette de cuisine, c'est un type de conversation très particulier, mais c'est aussi un type de conversation qui n'est pas rare du tout, autrement dit, qui est assez courant. Et c'est très utile quand on veut parler des différences culturelles. Vous pouvez demander comment on cuisine tel ou tel plat typiquement français, comment on prépare tel ou tel gâteau, qu'on ne trouve qu'en France. Bien sûr, vous pouvez aussi expliquer à vos amis français ou à vos voisins comment vous préparez une spécialité de votre région, de votre pays d'origine. Avant même d'expliquer une recette de cuisine, vous pouvez dire que le résultat, c'est-à-dire le plat ou la préparation ou encore le gâteau, vous pouvez dire que c'est très bon, que c'est délicieux. Ensuite, vous pouvez d'une certaine manière rassurer votre interlocuteur et dire que ce n'est pas difficile à faire, que ce n'est pas compliqué à préparer. Et alors arrive le moment où vous allez parler vraiment de la recette. Vous pouvez commencer par les ingrédients, c'est-à-dire les produits nécessaires pour réaliser la recette. Pour cela, vous pouvez utiliser les expressions suivantes. Vous avez besoin de, ou il faut, ou encore vous prenez. Par exemple, pour faire un cake, vous avez besoin de farine, de sucre, de beurre, des œufs, de la levure chimique. Pour une ratatouille, il faut des tomates, des courgettes, des aubergines, des poivrons, des oignons, de l'ail, des herbes de Provence. Pour faire une vinaigrette, vous prenez de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre et de la moutarde. Bien sûr, vous pouvez être plus précis et parler de quantité. 4 tomates, une courgette et une aubergine, 2 poivrons, etc. 150 g de farine, 100 g de sucre, 75 g de beurre, un sachet de levure chimique, etc. 1 litre de lait, un demi-litre d'eau, 30 décilitres d'huile, 200 ml de vin rouge. Une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel. Ensuite, vous pouvez raconter comment vous préparez votre entrée, votre plat principal ou votre dessert. Entre parenthèses, je viens d'utiliser les 3 expressions d'un menu, ce que vous pouvez trouver sur la carte d'un restaurant. Vous commencez par l'entrée, ensuite vous passez au plat principal, et vous finissez par le dessert. Mais revenons à nos recettes de cuisine. Donc, une fois que vous avez les ingrédients, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action quand vous parlez, il vous faut des verbes. Des verbes pour dire ce que vous allez faire avec les ingrédients. Vous comprenez? Oui? Non? Ce n'est pas assez clair? D'accord. Alors, réécoutons cette phrase du texte. Vous battez 2 œufs en omelette et vous mélangez avec du lait. Dans cet extrait, il y a 2 verbes, 2 actions que vous pouvez faire en cuisine. Battre des œufs, mélanger avec du lait.
quelles peuvent être les autres actions courantes pour faire la cuisine, pour cuisiner? En fait, dans les recettes de cuisine, on peut rencontrer beaucoup de verbes. Mais faisons le plus simple possible avec seulement 3 verbes. Vous avez le verbe couper. Vous coupez une pomme en morceaux. Vous avez le verbe mélanger. Vous mélangez le sucre, la farine et les œufs. Vous avez le verbe cuire, que l'on utilise souvent avec le verbe faire cuire. Vous faites cuire votre gâteau au four pendant 45 minutes. En principe, avec ces 3 verbes, vous pouvez assez facilement expliquer une recette de cuisine. Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres verbes qui ne sont pas compliqués. Il y a par exemple les verbes prendre et casser, qui ne sont pas spécialement des verbes du vocabulaire de la cuisine. Vous prenez un œuf, vous cassez l'œuf. Et il y a encore d'autres verbes plus spécifiques aux manipulations en cuisine. Mais je ne veux pas faire ici un manuel de français pour la cuisine. Il faut cependant savoir aussi utiliser ces verbes de la bonne manière. Ne vous inquiétez pas, c'est tout simple. La façon la plus naturelle d'utiliser ces verbes, c'est de vous adresser à la personne à qui vous donnez la recette et de dire, si vous tutoyez cette personne, tu prends un œuf, tu casses l'œuf, tu mélanges l'œuf et le sucre, tu fais cuire le gâteau au four, etc. Si vous voyez cette personne, vous prenez un œuf, vous cassez l'œuf, vous mélangez l'œuf et le sucre, vous faites cuire le gâteau au four, etc. L'autre manière d'utiliser les verbes quand vous expliquez une recette de cuisine, c'est d'utiliser l'impératif. L'impératif, vous connaissez, c'est quand vous utilisez le verbe sans le tu ou sans le vous. Vous pouvez utiliser l'impératif pour donner un ordre. Ferme la porte. Pour donner un conseil. Prends un manteau, il fait froid dehors. Pour inviter quelqu'un à faire quelque chose. Reprenez un peu de gâteau. Pour avertir quelqu'un de quelque chose. Faites attention, c'est très chaud. Et aussi pour donner des instructions. Ce que vous pouvez faire pour expliquer une recette de cuisine. Prenez un œuf, cassez l'œuf, ajoutez le sucre et la farine, mélangez l'œuf, le sucre et la farine, faites cuire le gâteau au four, etc. Puisque je parle du four, voici un détail très utile pour les auditeurs anglophones. En France, on parle de la température en degrés Celsius. N'oubliez pas, j'utilise ici un impératif pour inviter ou pour prévenir. N'oubliez pas donc que l'eau gèle à 0 degrés Celsius, c'est-à-dire quand elle devient dure comme de la glace à 0 degrés, et que l'eau bout à 100 degrés Celsius, c'est-à-dire que l'eau se transforme en gaz à 100 degrés. Alors maintenant, vous savez comment expliquer une recette de cuisine. Bon, c'est vrai, il faut savoir le nom des ingrédients et comment s'appellent toutes les actions nécessaires pour réaliser cette recette. Mais une fois que vous avez votre vocabulaire de base, alors vous pouvez, sans problème, expliquer à vos amis ou voisins français comment vous réalisez le plat national de votre pays. Et si vous voulez, expliquez-moi par courrier électronique, par email, votre recette favorite. Je vous répondrai, je vous le promets. Voilà pour le 70e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra va laisser son mari s'occuper des travaux d'électricité. Que va-t-elle faire? Elle va faire un peu de maçonnerie. De la maçonnerie? C'est quoi? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Que dis-je, vous pouvez acheter les 3 livres publiés de la série Une maison en France. Vous connaissez le tome 1, celui du podcast, qui se passe en été. Il y a aussi le tome 2, Les émotions d'un automne turbulent,
qui est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et il y a encore le tome 3. Après l'été, après l'automne, le tome 3 se passe en hiver. Le titre, c'est « Les mystères d'un hiver tout blanc ». Petra et Peter vont passer leurs vacances de Noël en France dans leur maison de campagne. Et avant l'épisode numéro 100 de ce podcast, vous pourrez lire le 4e et dernier tome de la série. Évidemment, ça se passera au printemps. Encore un peu de patience, car je suis en train d'écrire ce 4e tome. Tous mes livres papier et e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez ce podcast, de faire une chose. Partagez ce podcast à tous vos amis qui apprennent aussi le français. Vous m'aiderez ainsi à faire connaître le podcast Une maison en France. Ça serait vraiment sympathique. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien. Mais pouvoir échanger des recettes de cuisine avec ses voisines ou les gens de votre village, c'est quand même mieux. Et ça peut être délicieux. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, le français de tous les jours ou le français de la gastronomie, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!